Désolé, commence l'enregistrement. Alors, bonjour. Comme vous avez vu l'avis, donc c'est notre dernière semaine d'études. On va essayer d'être un peu succinct et résumer un peu la deuxième partie du cours, intitulée Les droits subjectifs, pour essayer de vous laisser le temps de se préparer à l'examen prévu donc, dans le 15 février. Alors, nous avons pu voir jusqu'à présent les éléments essentiels du droit objectif, c'est-à-dire de la règle de droit, ses caractéristiques, ses sources, la loi, la jurisprudence, la doctrine. On a vu le processus de l'adoption d'une loi, l'abrogation de la loi, donc l'effet immédiat de la loi, son application dans le temps et dans l'espace. Et là, il y a lieu de voir le deuxième volet qui est le plus important. Donc, c'est les droits subjectifs, ça veut dire les différentes prérogatives, comme on a défini dès la première séance, que le droit donc englobe deux notions, le droit subjectif, qui sont les différentes prérogatives dont doit jouir un être humain dans une société ou bien dans un État, et le droit objectif, qui sont l'ensemble des règles à respecter pour maintenir cet ordre social. Euh, le droit subjectif, il y a lieu de voir quels sont les sujets du droit et qui sont l'objet de ce droit-là. Alors, qui est le titulaire du droit subjectif, qui peut avoir des droits et des prérogatives, et quels sont ces droits et ces prérogatives. Alors, les personnes du droit, ou bien les sujets de droit. Lorsqu'on dit sujet de droit, donc il faut revenir à la notion juridique. Ce n'est pas le sujet que vous allez traiter en littérature ou bien en dissertation. Le sujet de droit, c'est l'objet. Donc, si on retient maintenant la racine sujet, en littérature, sujet d'examen, c'est l'objet à discuter. Mais là, le sujet de droit, c'est l'objet de l'application de la règle de droit. Ça veut dire la personne assujettie à la règle de droit. La personne qui doit appliquer la règle de droit. C'est ça le sujet de droit en terminologie juridique. Alors, le concept juridique, sujet, on voit à des personnes. Alors, ces personnes, elles peuvent être de différentes natures et en droit, on distingue entre deux catégories de personnes, les personnes physiques et les personnes morales. Alors, les personnes physiques, ce sont les êtres humains. Donc, ça veut dire, donc moi, vous, les étudiants, ainsi de suite. Et les personnes morales sont des institutions. Il revient à noter ici, si on fait ces distinctions, il faut avoir un peu l'esprit d'analyse et dire que à à contrario, si on dit que les sujets de droit sont les personnes physiques et les personnes morales, donc on pose la question, est-ce que les animaux ne sont pas objets de la règle de droit? Alors là, pour le droit marocain, on dit que non, parce que pour être sujet de droit, il faut être un être humain. C'est pourquoi on a dit que c'est le paradigme de l'humanisme. Alors, humanisme, on reconnaît l'humain et les groupements formés par l'humain. Donc, les sujets de droit, ce sont les êtres humains et les groupements formés par les êtres humains. Alors, les animaux ne peuvent pas être considérés comme des personnes du droit ou bien des sujets de droit. Ils sont plutôt assimilés à des choses. Et là, c'est un vrai débat qui surgit maintenant avec les associations de protection de, des animaux et d'essayer de trouver une troisième catégorie qui protège un peu les animaux et leur donne un statut juridique permettant leur protection. Maintenant, on parle par exemple en France de créatures à sensibilité plutôt que de parler de choses. Parce que si on dit que le chien est une chose, alors on ne peut pas être sanctionné si on torture une chose. Donc, parce que c'est une chose. Mais là, donc, pour garantir une protection des animaux, il faut leur reconnaître une identité juridique distincte des choses. Voilà, et c'est là l'une des carences de la distinction humanisme, humain et chose. Alors maintenant, les êtres humains qui sont les personnes du droit, donc on a les personnes physiques, comme on a dit, et les personnes morales. Alors la personne physique, c'est l'être humain vivant,
appartenant à l'espèce Homo sapiens maintenant, qui est à individualiser. Parce que l'être humain, pour pouvoir, ou bien le sujet de droit, personne physique qui peut pouvoir jouir de ses droits et libertés, exercer ses libertés, et aussi assumer ses devoirs, doit être identifié et distingué. Et là, on procède à l'identification de l'être humain par un ensemble d'éléments. Donc, il y a lieu de citer le nom, la nationalité, le domicile, donc le patrimoine, ainsi de suite. Alors, chaque être humain est individualisé. Moi, je suis Hicham El-Nasseri, j'habite vous n'avez pas trouvé donc l'enregistrement, donc c'est bizarre. Alors on va voir après après le cours, je vais revérifier sur la plateforme. Alors je disais donc je m'identifie à travers mon nom, mon prénom, ma nationalité, je suis marocain, mon domicile, j'habite à, mon patrimoine, donc on distingue une personne aussi par son patrimoine. On le dit dans notre langage quotidien, monsieur tel, vous ne le reconnaissez pas et on vous indique celui qui a une voiture rouge de marque telle. Là, on a identifié la personne par son patrimoine. Le patrimoine, ça veut dire donc les objets qu'on possède ou bien notre richesse, notre patrimoine. Ça, c'est pour les personnes physiques. Et là, il y a lieu de parler quand est-ce qu'on peut acquérir la personnalité juridique et quand est-ce qu'on peut la perdre. Alors, à partir de quel moment on est un être humain reconnu d'existence en tant que personne. Donc, à votre avis, à partir de quel moment on est un sujet de droit? Oui, vous êtes là? Majda, Oumaima, Iman, Abdullah. Oui, vous pouvez activer votre micro, interagir. À partir de quel moment on est sujet de droit? Une réponse? Quand on est majeur? Donc, oui, si on retient Amir, à partir de la naissance, oui, si on est majeur, si on n'est pas majeur, et on ne peut pas avoir des droits. Est-ce qu'on n'a pas droit à l'enseignement si on n'est pas majeur? Est-ce qu'on n'a pas droit à la nourriture si on n'est pas majeur? On peut avoir des droits même si on est mineur. Alors, à partir de la naissance, alors, là, donc je dirais oui, mais avant la naissance, le foetus, est-ce qu'il peut avoir des droits? Un foetus, vous connaissez ce que c'est un foetus? Avant la naissance, alors, non, alors le foetus, c'est le bébé. Alors, foetus, avant la naissance, en formation, le bébé en formation dans le placenta de sa maman, c'est un foetus. Alors, est-ce qu'un foetus peut avoir des droits? Non, monsieur. Ben non, donc alors là, il faut distinguer et ne pas trancher. Un foetus, il peut avoir des droits, mais ces droits-là seront suspendus. Il ne peut en jouir qu'après la naissance. Par exemple, un père qui va en voyage et qui laisse sa femme enceinte et il a peur de ne pas revenir et il fait un testament. Un testament wasiya. Il fait un testament pour son futur enfant. Alors, est-ce que ce testament est valable ou non? Alors oui, bien sûr, le testament est valable, mais à condition que l'enfant naît vivant. Si l'enfant naît vivant, alors il peut avoir le patrimoine que le père a promis de lui offrir.
mais s'il est né mort, il est considéré comme il n'a jamais existé. Donc le testament est nul. Alors là, il y a lieu de parler donc de la capacité d'avoir pour un fœtus. On peut faire un testament pour un fœtus, même s'il n'est pas né. Mais dès la naissance, on a donc la personnalité juridique et on peut avoir des droits. Toutefois, il y a lieu de distinguer entre le moment de la naissance à la majorité, comme a dit votre camarade Amir. Alors, et là, on distingue entre deux capacités, la capacité d'exercice et la capacité de jouissance. Capacité de jouissance et capacité d'exercice. Alors, la capacité de jouissance et la capacité d'exercice sont deux capacités différentes. Alors, après sa naissance, l'enfant peut on peut lui acheter un vélo, un patrimoine, et l'acheter en son nom. On peut lui acheter de l'or. Alors, il a la capacité d'avoir, mais il ne peut pas vendre sa bicyclette. Il ne peut pas vendre sa maison, même s'il peut acquérir. Donc, il a la capacité de jouissance, de jouir de ses droits, mais il n'a pas la capacité d'exercice. Quand est-ce qu'on peut avoir la capacité d'exercice? C'est à partir de 18 ans, c'est là l'âge de la majorité. Donc, c'est là où on peut vendre et acheter, on peut céder, on peut louer son patrimoine en contrepartie ou bien à titre gratuit, donc à titre onéreux ou bien à titre gratuit. Et là, on parle donc de la capacité de jouissance. Alors, cela dit, donc la personne morale, même s'il est majeur, s'il a plus de 18 ans, il peut perdre cette capacité. Comment on peut perdre la capacité si on perd le raisonnement? Parce qu'on a dit avant que le rationalisme était à la base de l'humanisme. C'est l'homme qui peut raisonner, et donc c'est l'homme qui peut créer donc, du savoir, donc c'est l'homme qui est le Dieu de l'univers. Donc on va parler de l'humanisme. Donc le Dieu aujourd'hui, c'est l'homme qui peut créer de l'intelligence. Maintenant, dans le XXIe siècle, on respecte que l'humanisme est un peu décliné par le machinisme ou bien par l'intelligence artificielle. On dit que les machines, si vous regardez le film de Matrix. Alors là, c'est le commandement des machines. Puisque les machines deviennent intelligentes et peuvent raisonner et rationaliser, donc les machines deviennent les maîtres du monde. Donc parce que c'est la logique qu'on a adoptée au début de la révolution scientifique, c'est parce que l'homme peut créer du savoir et peut raisonner, donc c'est lui le dieu du monde et le maître du monde. Maintenant, donc la condition d'avoir la capacité d'exercice, c'est d'être toujours dans la possibilité et dans la capacité de rationaliser et de réfléchir. Si on perd la cervelle, si on est un démon, le junoun ou donc on perd la capacité donc d'exercer et d'agir et on peut être mis sous tutelle. La mise sous tutelle, ça veut dire un être humain ou bien une personne de sa capacité d'exercice. Donc, quelqu'un qui est fou, qui est démon, ne peut pas exercer pleinement sa capacité d'exercice. Il ne peut pas vendre son patrimoine. C'est son tuteur, même s'il a 30 ans, c'est son tuteur qui va le faire à sa place. C'est son tuteur qui va lui acheter des trucs, qui va vendre, qui va louer, et qui va gérer son patrimoine. Alors là, on peut perdre la capacité, donc, même si on a plus que 18 ans. Alors cela dit, donc on va faire un petit parallélisme avec les personnes morales. Ça va, vous arrivez à me suivre? Je ne suis pas rapide, non? Vous me suivez, non? Vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, très bien. Alors, en tout cas, donc, vous aurez l'enregistrement par la suite.
Alors, les personnes morales aussi, ce sont des structures, des institutions créées par l'intelligence humaine, qui sont des groupements qui permettent de faciliter la gestion des choses. Donc là, on a le groupement des personnes qui peuvent être, avoir une personnalité morale différente des personnes physiques qui la constituent. On parle là, par exemple, des associations, des syndicats, on parle des coopératives, des sociétés civiles ou commerciales. Alors là, ce sont des groupements de personnes et on parle par exemple de la société telle. Alors, société telle, c'est un ensemble de personnes. Mais la société en elle-même, elle a une personnalité juridique distincte. C'est la société a acheté, la société a vendu, la société a signé, la société a rétracté, ainsi de suite. Les associations aussi, c'est l'association telle qui a fait. On ne va pas parler des personnes parce que les personnes, on peut les changer, on peut changer les membres du bureau, mais l'association demeure toujours. On a des associations qui ont plus maintenant qu'un siècle, même si tous les personnes qui l'ont initié, qui l'ont créé, sont morts maintenant. Mais l'association continue. L'État aussi, c'est une personne morale. Donc l'État continue. On a l'État marocain, il a 12 siècles. Donc on a vu la succession de plusieurs empereurs, plusieurs sultans, plusieurs rois. Et l'État marocain continue toujours à exister. Et là, ce sont donc des personnes morales. Et la personne morale aussi est un sujet de droit. Il peut avoir des droits, exercer des prérogatives, des libertés, ainsi de suite. Et il est distingué également à travers un ensemble d'éléments. Et là, au lieu de parler de nom, on parle par exemple du nom commercial ou bien du statut juridique. Le domicile aussi, on parle de domiciliation plutôt que de domicile parce qu'on ne réside pas, mais on domicilie une société est domiciliée à Casablanca, avenue 2 mars par exemple. On parle de nationalité parce que chaque société a une nationalité, chaque association a une nationalité selon le pays où il exerce, donc ou bien les personnes qui la forment. Aussi un patrimoine, donc la société a un patrimoine, l'État marocain a un patrimoine, un représentant, ainsi de suite. Alors là, donc on identifie donc comme on identifie une personne physique, on identifie une personne morale. Et pour les personnes morales, on a plusieurs catégories de personnes morales. Donc ici, on retient notre distinction des branches de droit, droit public, droit privé. On peut parler des personnes morales de droit public, des personnes morales du droit privé. Alors, les personnes morales du droit public et les personnes morales du droit privé. Alors, en droit public, comme on l'a dit, on a le droit constitutionnel, le droit administratif. Et pour exercer ces droits-là et mettre en œuvre l'ensemble des libertés, la gestion de l'intérêt public, on a créé des institutions. Donc, il y a déjà l'institution mère qui est l'État. Donc, l'État, ça s'écrit, comme on a dit, toujours avec un majuscule, un État. C'est Daoula et non pas E minuscule, un État, c'est le Hala. Alors, l'État est une institution. Le représentant qui signe au nom de l'État, c'est le roi, par exemple. On a le gouvernement, c'est aussi une institution. Gouvernement. Alors, c'est une institution. Le chef du gouvernement signe au nom du gouvernement, mais le gouvernement est une personne morale différente. L'administration, je ne sais pas, donc retenons par exemple la HACA, la haute autorité du champ audiovisuel, c'est une institution qui a la personnalité morale et qui a l'indépendance financière tant qu'il agit en tant que la haute autorité de la communication audiovisuelle. Donc, c'est une personne morale du droit, par exemple. Aussi, on a les ministères, les administrations, donc le procureur, le préfet, pardon. Alors, ce sont donc des personnes morales, donc le conseil municipal, les conseils régionaux. Alors, on note aussi conseil régional.
Alors, conseil municipal. Donc, ce sont des personnes morales du droit public. Et en droit privé, on a aussi des personnes morales du droit privé. Toutefois, en droit privé, on doit distinguer entre le droit des personnes du droit civil et les personnes du droit commercial. Alors, on peut parler aussi des personnes privées, donc des associations. Parler ici syndicats, de coopératives. Alors, ce sont donc des institutions, des groupements de personnes qui ont la personnalité morale. L'association, je sais pas, donc Beiti, par exemple, ou l'association SOS Village d'enfants, ce sont des associations qui ont la personnalité morale, qui agissent pour des fins, pour des objectifs, à travers un ensemble de règles. Ils sont assujettis à un ensemble de règles et d'obligations. Les coopératives aussi, donc que ce soit coopératives agricoles, artisanales ou autres, ce sont un groupement les coopératives taouniennes, des groupements de personnes qui agissent pour des fins d'optimisation de leurs efforts et synergie, ainsi de suite. Les syndicats, c'est pour la défense des employés d'un secteur ou d'une façon générale. Il y a aussi les sociétés, donc civiles. Alors, les sociétés civiles, ce sont donc des groupements de personnes privées, mais qui ont un but lucratif, un ensemble d'avocats qui se réunissent dans un bureau et créent une société de consulting judiciaire ou bien juridique. C'est une société civile qui cherche à réduire la charge, à optimiser les gains, un bureau de notaire ou bien d'experts comptables qui se réunissent. Donc, ce sont des fonctions libérales qui se réunissent pour gagner davantage en tant que professionnel. Un ensemble de médecins qui créent un cabinet ensemble, comme ils peuvent le faire sous forme commerciale. Et là, on parle des sociétés commerciales. Alors, les personnes du droit commercial, on a les personnes physiques du droit commercial qui sont le commerçant en personne physique, comme l'indique l'article 6 du droit du code de commerce. Et on a les sociétés commerciales, les personnes morales du droit commercial. Alors, les personnes morales du droit commercial, ce sont les sociétés. Pour les sociétés, il y a deux catégories de sociétés. Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Donc, c'est un ensemble de commerçants qui se regroupent pour former une société en nom collectif. C'est une société de personnes, société d'un ensemble de personnes commerçantes qui se connaissent entre elles. Les sociétés de capitaux, c'est plutôt les sociétés anonymes où on contribue par l'argent et donc on donne pas d'importance à qui est associé avec nous. Lorsque j'achète, par exemple, des actions en marque télécom, je vais pas chercher qui est associé avec moi. Ce qui m'intéresse, c'est que ma contribution financière et le gain que je vais tirer de bénéfices de cet investissement en capital. Donc là, on est dans la société de capitaux. Il y a des sociétés qu'on appelle mixtes, par exemple la SARL, la société anonyme à responsabilité limitée, où c'est un groupement de personnes, mais où la contribution est limitée au capital comme apport en société, et non pas donc au lien personnel solidaire entre les membres de la société. Alors là, c'est grosso modo les personnes morales du droit, que ce soit de droit privé ou de droit public. Alors ces personnes morales, une fois constituées, il y a lieu qu'ils jouissent d'un ensemble de droits. Et il y a lieu de connaître quels sont ces droits subjectifs.
Donc, alors les droits subjectifs, le حقوق, sont à distinguer entre plusieurs catégories. Alors et là, il faut les classer, faire une classification des différents droits. Et on fait la classification selon un ensemble de critères. On peut faire la classification selon le critère patrimonial, selon le critère personnel, selon le critère plutôt de l'objet en lui-même. Et là, je donne un exemple. On a les droits patrimoniaux opposés aux droits extra-patrimoniaux. On a des droits personnels opposés aux droits réels. On a des droits, on a des biens comme on a des biens corporels, comme on a des biens incorporels. Donc, alors, généralement, on fait ces distinctions. Et la première à faire, c'est la distinction entre les droits et les biens. Alors, les droits, ce sont des choses qu'on peut avoir sur un bien. Alors, le bien, c'est un objet en lui-même qui est tangible ou intangible, corporel ou incorporel, qui peut être objet de propriété ou de jouissance. Et là, il y a lieu, donc, si vous me permettez, de faire la distinction entre trois sortes de propriétés. Lorsque je parle de propriété, on a la propriété, la jouissance et l'usufruit. Alors, la propriété, la jouissance et l'usufruit. Je donne un exemple. J'ai un appartement à Meknès, je donne souvent, et je suis installé à Rabat, donc j'en ai pas besoin. Un ami est allé travailler à Meknès, c'est un ami intime. Je lui dis, voilà, tu peux utiliser mon appartement. Il m'a dit non, donc si vous me le louez, d'accord. Sinon, donc je lui dis non, donc je peux pas avoir une rente, un loyer de mon ami. Lui, il insiste, moi j'insiste. Lui, d'accord, alors tu te mets dans l'appartement, tu peux en jouir, et si tu veux payer le loyer, donc moi j'offre ce loyer-là à l'association SOS Village d'Enfants, par exemple, ou bien à l'association Baïti ou l'orphelinat de Meknès. Alors maintenant, la propriété de l'appartement, mon ami habite dans l'appartement, il paye le loyer donc, à l'association des orphelins à Meknès et l'appartement est toujours inscrit à la conservation foncière comme étant ma propriété. Alors là, il faut distinguer entre trois choses. Alors la propriété, elle m'appartient. La jouissance appartient à l'ami de Hichem et les fruits de cette jouissance appartiennent à l'orphelinat de Meknès. Et là, on distingue la propriété, la jouissance et les fruits de cette propriété et de cette jouissance. D'accord? Ça va, vous me suivez? Oui. Alors, après ces distinctions entre les différents éléments de la propriété, alors je peux louer mon appartement, donc j'ai vendu la jouissance. Le faire islamique, on fait vraisemblablement ces distinctions. Le bay, c'est pas la vente. Il faut être précis. إما بيع العقار ولا بيع المنفعة ولا بيع الأصل. Donc la vente peut être la vente dans le sens conceptuel qui est le transfert de propriété. Il peut être la location qui est la vente de la jouissance, ou bien le transfert de jouissance, ou bien donc un don qui est la vente ou bien des fruits. D'accord. Alors une autre distinction des droits, c'est les
patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Lorsqu'on parle d'un patrimoine, c'est l'ensemble donc des biens qui peuvent appartenir, qu'on peut posséder, qu'on peut s'approprier. Alors, ces droits patrimoniaux sont opposés aux droits extra-patrimoniaux, ça veut dire les droits dont on peut jouir, mais qui ne peuvent pas être échangés contre de l'argent. Les droits patrimoniaux, c'est les droits qu'on peut échanger contre de l'argent qui ont une valeur pécuniaire. Les droits extra-patrimoniaux sont des droits qu'on ne peut pas échanger. Par exemple, le droit à la vie. Est-ce qu'on peut vendre notre droit à la vie? Quelqu'un qui, je ne sais pas, donc si vous regardez les anciens films de cow-boys, c'est quelqu'un qui veut nourrir sa famille et il y a des chasseurs donc, qui veulent s'amuser à la poursuite des êtres humains pour les tuer. Donc ça, c'était dans l'époque aux États-Unis d'Amérique. Et là, ils vont sa vie pour amuser les chasseurs. Il reçoit l'argent, il laisse l'argent à sa famille, il s'enfuit dans la forêt et les chasseurs le poursuivent jusqu'à ce qu'ils le chassent, qu'ils le tuent. Alors là, est-ce qu'on peut vendre sa vie? Donc, ou vendre ses organes, ou vendre son droit à la nationalité. Est-ce que, donc oui, j'ai besoin de l'argent et je vends ma nationalité à une personne d'autre. Alors, je ne suis plus marocain et je vends ma nationalité à un subsaharien. Comme ça, lui, il devient marocain et moi, donc, bien en échange. Là, on dit que non. Le droit à la nationalité, le droit au nom, le droit à la vie, ce sont des droits qui sont extra-patrimoniaux. C'est hors du patrimoine. On ne peut pas donc l'échanger contre de l'argent parce qu'ils n'ont pas de valeur pécuniaire. Le droit au vote. Est-ce que je peux vendre ma voix aux élections législatives? Donc, alors je vends ma voix et je laisse à quelqu'un d'autre qui paye le choix de choisir à ma place notre député, notre représentant au Parlement. Alors là, donc, on dit que la loi ne le permet pas, puisque ce sont des droits extra-patrimoniaux, ça veut dire qu'ils ne font pas partie du patrimoine, ils ne peuvent pas être échangés contre de l'argent. Après, on a des droits réels et des droits personnels. Droits. Alors là, on a fait la distinction entre droits patrimoniaux, droits extra-patrimoniaux. Alors, droit, on le met en pluriel. Ce sont les prérogatives. Et on a les droits réels et les droits personnels. Les droits réels et les droits personnels. D'accord? Alors, comment on distingue entre les droits réels et les droits personnels? Alors, le droit personnel, ce sont des droits qui sont attachés à la personne. Ils ne peuvent pas être cessibles, transmissibles ou autres. Donc, les droits réels, ce sont les droits qui sont attachés à l'objet. D'accord? Alors, l'affiliation, par exemple, c'est un droit personnel. Il ne peut pas être transféré à une autre personne. Je ne peux pas revendiquer maintenant ou bien acheter le nom l'Ouessani ou bien le nom l'Alaoui, donc l'affiliation. Je ne peux pas être affilié à une autre personne. Donc, je suis affilié à mes parents, donc natifs, je suis nasseré, non pas. Donc, alors ça, c'est un droit personnel qui est attaché à ma personne. Alors, les droits réels, c'est les objets qu'on peut acheter, vendre, transférer, une voiture, donc c'est un droit réel. Alors après, on a la distinction entre les biens, donc les droits et les biens. On dit que les droits, ce sont donc les prérogatives dont on peut jouir, mais les biens, ce sont les objets
euh, dont on peut jouir ou bien aussi qui peuvent être objet d'un ensemble d'opérations et de transactions judiciaires, d'accord, ou bien juridiques par exemple, juridiques, pardon. Alors, ces droits personnels peuvent être aussi classés, où il y a des catégories qui sont des droits réels principaux et accessoires, donc, et des droits personnels qui peuvent être classés selon différentes catégories politiques, droits civils ou droits politiques. Le droit au vote, il est classé différemment, il est dit droits politiques. Et les droits, par exemple, à la nationalité aussi, droit politique. Le droit au nom, c'est un droit civil. Le droit d'affiliation, c'est un droit civil. Donc là, vous pouvez retrouver les prémices de ces droits dans un ensemble de textes. Maintenant, après les droits, on a les choses. Et les choses qui peuvent être objets aussi de transactions sont à classer selon les choses tangibles et non tangibles, échangeables, consommables et non consommables. Donc, si vous avez, par exemple, une voiture, c'est distingué, il est identifié en tant que tel. On ne peut pas vous échanger une voiture contre une autre voiture. Vous prêtez votre voiture à votre camarade et il ne va pas vous rendre une autre voiture. Mais si vous avez 100 dirhams et que vous prêtez 100 dirhams à votre ami, il n'est pas obligé de vous rendre le même billet. Il va vous rendre 100 dirhams, ça veut dire un autre billet qui a la même valeur. Parce que bon, tous les 100 dirhams, ils ont la même valeur. Donc, il va vous rendre non pas le même billet, mais un autre billet. Si vous le prêtez votre calculatrice pour travailler à l'examen, il doit vous rendre la même calculatrice, donc, et non pas une autre. Mais si vous prêtez à votre voisine 1 kilo de farine, il ne peut pas vous rendre le même kilo de farine. Il en a fabriqué un gâteau, il l'a mangé et il va vous rendre euh, 1 kilo de farine donc, de la même valeur. Donc et là, on fait distinction entre les différentes choses ou bien selon ce critère-là, ce qui est consommable, consomptible et ce qui n'est pas consomptible. Pour les biens aussi, on fait la distinction selon leur objet, selon leur catégorie. On distingue entre les biens meubles et les biens immeubles. Alors, les meubles, c'est les meubles. Lorsqu'on parle des meubles, c'est les fauteuils, les chaises, les voitures, tout ce qui est mobile, tout ce qui est bien, mais qui est déplaçable. Des stylos, des ordinateurs, tout ce qui est meuble. Et on a les immeubles. Les immeubles, c'est ce qui est immobile, c'est les appartements, les terrains, les lots, les immeubles. Donc, on parle d'immeubles et imara. Mais non, en droit, donc c'est un autre vocable. Lorsqu'on parle immeuble, ou aqar. L'immeuble en arabe, s'il vous plaît, donc, monsieur l'imara, ou l'aqar. Donc, en arabe, on distingue entre le manqoul ou l'aqar, le meuble et l'immeuble. Alors, l'aqar, ça peut être un appartement, une maison, une villa, un terrain. Donc, et là, on peut ajouter une catégorie, ce qu'on appelle les immeubles par nature et les immeubles par accessoire. Pardon? Ou bien par destination. Alors, immeuble par nature, donc c'est un terrain. Mais maintenant, un terrain une ferme, un terrain agricole, où on a installé, creusé un puits et on a installé une pompe d'extraction de l'eau. Alors, la pompe, normalement, la pompe, c'est une machine qui est meuble, qu'on a acheté. Mais une fois installée sur cette ferme-là et qu'on vend la ferme, donc la pompe d'extraction de l'eau du puits est considérée comme un immeuble par destination. C'est un immeuble qui est destiné à servir euh, un immeuble. C'est un meuble, pardon, qui est destiné à servir un immeuble et devient
par conséquence, un immeuble par destination. Un tracteur dans une ferme, c'est un immeuble par destination, même si le tracteur est en sa nature un meuble qu'on peut acheter, qu'on peut déplacer. Une fois qu'il est placé dans une ferme, il devient attaché à la ferme, il devient un immeuble par destination. Une statue, donc j'ai acheté une statue, je peux la déplacer, c'est un meuble. Mais une fois que je construis une villa et que je place la statue dans la maison, euh, alors il devient immeuble par destination. Si j'achète une maison, donc dans la maison, il y a des fenêtres. Le vitre de la fenêtre, c'est un meuble. Mais une fois placé donc dans la construction, donc dans les fenêtres de la maison construite, ça devient un immeuble par destination. Alors là, donc il faut distinguer entre le meuble et les immeubles par destination. Donc voilà, donc après ces distinctions, il y a lieu de parler donc des sûretés donc, qui peuvent être sur ces meubles et ces immeubles. Les sûretés, ce sont les garanties offertes pour pouvoir jouir, donc pour pouvoir avoir un financement, surtout les sûretés. Là, on parle de trois catégories de sûreté. On parle de l'hypothèque, on parle du gage, on parle du nantissement. Quand est-ce qu'on parle de gage, quand est-ce qu'on parle d'hypothèque, quand est-ce qu'on parle de nantissement, ce sont des garanties. Donc, les sûretés, donc, alors pour les sûretés, on a deux catégories de sûreté. On a les sûretés réelles, personnelles. Alors, lorsque une personne garantit une autre personne, c'est une sûreté personnelle. Lorsqu'une personne demande être un objet pour garantir sa dette, c'est une sûreté réelle. Vous voulez avoir un prêt, un crédit, donc vous allez chez votre camarade, donc vous lui dites je veux un prêt, il lui dit mais qui me garantit que vous allez payer? Et à l'autre camarade qui vous dit donnez-lui ce qu'il veut et s'il ne paye pas, c'est moi qui paye. Alors là, on a une garantie personnelle, c'est une personne qui garantit l'engagement d'une autre personne. Ou bien, voilà. Et une sûreté réelle, vous allez demander de l'argent, comme faisaient les Juifs auparavant à Mellah. Donc, les mamans, lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils vont chez le bijoutier du Mellah. Il lui donne donc, son bracelet en or comme garantie de payer la dette. Et le commerçant donne de l'argent et lorsqu'on paye la créance, on récupère son argent avec les intérêts. On paye la créance avec les intérêts, on récupère son bracelet en or. Sinon, donc, le commerçant peut se faire payer sur la vente de l'objet en gage. Alors, on continue toujours à faire cette hypothèque, mais ce n'est pas à travers donc dans les petits bijoutiers, mais à travers les grands engins. Une société qui achète des engins et qui a besoin de liquidité, il va demander à une banque d'avoir un prêt et en garantie, il va hypothéquer donc faire donc ces engins comme garantie du paiement de la créance. Alors maintenant, quelle est la différence entre l'hypothèque, le gage et le nantissement? Alors on parle de gage lorsqu'il s'agit d'un bien meuble. Lorsqu'il s'agit d'un bien meuble, on parle de gage. Mais lorsqu'il s'agit d'un immeuble, on parle d'hypothèque. Et lorsqu'il s'agit d'un bien non corporel, il y a lieu de parler de nantissement. Alors, on parle de l'hypothèque d'un immeuble, un appartement, il est hypothéqué, du gage, donc d'un objet, d'un ordinateur, de l'or, et du nantissement d'un droit.
lorsqu'on parle de fonds de commerce, j'ai un droit sur un fonds de commerce, je vais nantir le fonds de commerce. On parle d'un nantissement du fonds de commerce. Le code de commerce parle d'un nantissement et non pas d'hypothèque d'un fonds de commerce. Alors au début, on avait dit que le droit est une terminologie, alors ça se concrétise et ça se répète à travers plusieurs exemples. Alors, on ne peut parler de gage que s'il s'agit d'un meuble, d'hypothèque que s'il s'agit d'un immeuble, de nantissement qu'il s'agit d'un droit meuble ou incorporel. Alors, donc voilà, donc un ensemble de notions entoure le droit subjectif. Ce chapitre donc, est à connaître, il y a d'autres détails à retenir, mais je ne vais pas m'y attarder pour longtemps. J'aimerais parler de l'examen surtout, puisque c'est notre dernière semaine. Je ne sais pas si on aura le temps de faire un autre récap au cours de la semaine. Peut-être je vous en épargne et je vous laisse le temps de mieux préparer. Alors, je vais vous communiquer un document PDF pour vous aider à mieux préparer votre examen. Ça serait un QCM, mais s'il vous plaît, donc ça ne sera pas aussi simple que ce que vous pouvez croire. Il faut être un peu averti, vigilant et concentré en essayant de répondre. Ça serait un choix entre 3 à 5 choix de réponses. Il faut être précis. Donc, on a parlé de la terminologie et que le droit est une terminologie. Alors, si j'emploie le mot, par exemple, je vous dis la décision, de prononcer. Alors, l'enregistrement, c'est lorsqu'il y a une sûreté qui porte sur un droit et non pas sur un objet. On parle de nantissement. كنقولوا الرهن راه كيشبه بزاف فاش كيكون رهن ديال منقول c'est le gage. Le gage lorsqu'il s'agit d'un bien meuble. Mais lorsqu'il s'agit d'un bien immeuble, de l'aqar, mais lorsqu'il s'agit d'un droit, on parle de nantissement et non pas de gage. Donc c'est juste des terminologies qui changent selon l'objet mis en sûreté. Maintenant, revenons aux questions de l'examen. C'est un QCM avec un choix multiple de questions. Et c'est des questions où il y a des pièges. Je dis par exemple, les sources de la règle de droit, un jugement de la cour d'appel. Une décision administrative de la cour de cassation. Un arrêt de principe émanant de la cour d'appel de Casablanca. Donc, et là, vous devez choisir. Alors, on a dit que la cour d'appel ne juge pas, elle décide. Et si vous cochez la réponse jugement de la cour d'appel, ça veut dire que vous ne faites pas la distinction. Et vous n'avez pas retenu donc la précision terminologique relative à la cour d'appel. La cour d'appel décide et ne juge pas. Alors, lorsqu'on dit un arrêté du roi est une décision administrative, donc bien la décision administrative englobe un arrêté du roi. Alors, le roi n'arrête pas. Le roi prononce des dahir. Alors, il faut être un peu précis, concis et pointu. Lisez la question et la réponse plusieurs fois. Essayez de trouver l'intrus ou bien le mot. Ne soyez pas hâtif. Donc, ne vous précipitez pas à cocher les réponses. Et surtout, s'il vous plaît, préparez vous-même votre cours. Sur un étudiant de droit pour vous passer l'examen. Ne trichez pas. Grosso modo, il ne faut pas tricher. Donc, c'est malheureux. Donc, la situation Covid a obligé qu'on passe les examens à distance, mais ce n'est pas une raison pour ne pas étudier et pour ne pas capitaliser
sur vos connaissances, le PDF. Alors, le PDF, je dois vous le remettre de suite. Alors, je vais le chercher tout de suite et le mettre sur la plateforme après l'examen, après la séance. Donc, il y a un coordinateur ou bien une coordinatrice. Alors, oui, le Daher, il est royal, le décret, il est ministériel ou gouvernemental. Décret gouvernemental. Alors, si je vous dis le décret du roi, c'est faux. C'est le Daher royal. Bonjour, monsieur. Cette séance va être Oui, enregistrée, monsieur. oui, la séance elle est enregistrée. On n'a pas trouvé la séance précédente, monsieur. Je sais pas pourquoi, donc c'est vraiment dommage. Alors là, je suis sûr que ça s'enregistre, mais je suis pas, donc je vois pas pourquoi la dernière séance n'est pas enregistrée. D'accord. Alors, ce que j'ai ici, c'est les sources interprétatives de la règle de droit. Il est enregistré, les sources interprétatives, non? Du 4 janvier. Alors, quelle séance on n'a pas enregistrée? En tout cas, donc, je vais essayer de poser des questions dans les séances qui sont sur la plateforme. D'accord? Monsieur, Comme ça, vous, a- vous ne serez vous pas allez lan- lésé. Oui, vous allez lancer, monsieur, un PDF concernant ce cours. oui. D'accord, monsieur. Alors, Merci. attendez, je vais le trouver tout de suite et je vais le partager avec vous. Merci. Alors, document, introduction à l'utilisateur. Alors, je vais arrêter seulement l'enregistrement, le temps de trouver le PDF pour vous le remettre. Alors, voilà, donc je vous dis, préparez bien votre matière. C'est pas pour l'examen qu'on étudie, c'est pour pouvoir réussir une carrière. Et pour réussir une carrière, il faut maîtriser ces notions-là parce que vous allez retrouver le droit partout où vous allez travailler. Partout, partout. Chaque action que vous allez faire, c'est encadré par des règles de